Bonjour, bienvenue à cette conférence sur les cartes postales illustrées valdoisiennes entre histoire personnelle et histoire du territoire. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes d'être venus. Cette conférence sera dispensée par Madame Marie-Hélène Pelletier, directrice conservatrice des archives départementales du Val d'Oise. Pour information, cette conférence sera filmée, donc vous serez filmé de dos et vous pourrez la retrouver prochainement sur la page YouTube des archives départementales du Val d'Oise. Très bonne conférence. Bonjour à tous. Déjà en ce début d'année, mes meilleurs vœux pour une année curieuse et j'espère riche de découvertes. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite avec ces conférences croisées qui nous occupent tout au long de l'année. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement des cartes postales illustrées valdoisiennes. Je vous invite en fait à faire une balade en recto verso dans ces petits morceaux de carton illustrés qui sont devenus des mines d'informations d'un autre temps. L'objectif, c'est bien de mettre en valeur notre collection des archives départementales du Val d'Oise, un corpus qui est souvent utilisé par les chercheurs. Cette conférence, je me suis également appuyée sur quelques recherches universitaires, des recherches de la profession des archivistes et notamment une thèse qui a été soutenue il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017, par Marie-Ève Bouillon, qui est chargée d'études documentaires aux Archives nationales et qui a étudié en particulier une entreprise de cartes postales parisienne qui est des Nordine Frères. Nous possédons aux archives départementales 20 000 cartes postales. Toutes ne sont pas encore en ligne. Il y en a pour l'instant que 16 000, mais comme vous êtes assidus à fréquenter notre site internet, ça vous obligera à revenir pour découvrir les 4 000 suivantes lorsqu'elles seront mises en ligne. C'est une collection qui s'est constituée au fil du temps et qui s'enrichit régulièrement. Notre collecte, bien sûr, puisque nous sommes archivistes, elle est forcément orientée. Elle est orientée au regard de nos missions. Et nos missions, c'est principalement de documenter l'histoire du territoire. Donc, on va plutôt s'intéresser à des cartes postales dites documentaires qui représentent le paysage, qui représentent l'architecture, un peu moins pour des cartes postales fantaisie, même si nous en trouvons également dans nos collections. Nos achats ou notre enrichissement, ça peut être des achats, ça peut être des dons de particuliers, c'est un peu le fruit de des opportunités. On a eu dans le passé, par exemple, l'occasion d'acheter en vente aux enchères une collection qui, bizarrement, était conservée par une congrégation religieuse qui avait collectionné, je ne sais pas, il devait y avoir une bonne sœur qui collectionnait les cartes postales. Et ça a été une belle occasion pour nous, puisque nous avons récupéré énormément de cartes postales qui étaient utilisées dans des jeux concours. Donc des cartes postales plutôt des années 1970-1980 qui étaient peu représentées jusqu'à présent dans nos collections. C'est assez addictif, hein, on devient collectionneur malgré soi et on profite des expositions, des thématiques d'exposition pour compléter en fonction de nos besoins nos collections. Et puis, on complète aussi lorsqu'on a une mission d'inventaire du patrimoine bâti sur le terrain pour pouvoir documenter des bâtiments. Nous ne sommes pas les seuls sur le Val d'Oise à posséder des collections de cartes postales. Hein. D'autres institutions publiques en possèdent, notamment en archives municipales, mais aussi en musée, en bibliothèque. Notre avantage, je dirais, c'est que nous avons les moyens de les mettre à disposition sous forme numérique.
Sur notre site internet, il n'y a que 2 autres services d'archives municipales qui offrent ce service actuellement dans le Val d'Oise, c'est Argenteuil et Pontoise. Mais vous trouvez aussi des cartes postales à Jouy-le-Moutier, à Roissy, au musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency, à l'Isle-Adam qui s'est appuyé sur la collection des Amis de l'Isle-Adam. Donc voilà. Je vous ai dit que notre collection de cartes postales était un petit peu biaisée puisque c'est une collection, c'est quelque chose qui s'enrichit progressivement. Je vous ai mis deux petits graphiques pour montrer que la majorité de nos cartes postales finalement est antérieure à la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est à la fois un biais de notre collecte, mais vous le verrez après, c'est aussi un biais de la production des cartes postales, puisque les cartes postales n'ont jamais été aussi nombreuses qu'avant la Seconde Guerre mondiale. Et je vous ai mis également le nombre, je dirais notre top 3 et 3, 6, 1, 7, notre top 7 des communes les plus représentées. Ça ne vous étonnera pas de voir que finalement les villes les plus peuplées, mais aussi les villes les plus touristiques sont les plus représentées, avec un énorme biais sur Pontoise et Saint-Ouen-l'Aumône. En fait, c'est tout simplement que nous avions eu dans le passé l'opportunité d'acquérir la collection d'un collectionneur qui s'était intéressé à ces 2 villes. Donc ça a totalement déséquilibré finalement notre collection. Il n'empêche que si l'on regarde l'ensemble des communes du Val d'Oise, on a des toutes petites communes dans le Val d'Oise et même la plus petite commune du Val d'Oise qui est Charmont, qui compte 35 habitants au dernier recensement, a quand même 3 cartes postales. Donc tout le monde est servi. Alors ces cartes postales, je vous ai mis un extrait d'un ouvrage qui a fortement marqué les historiens, qui s'appelle « Les lieux de mémoire », qui est un ouvrage collectif qui s'attache à finalement documenter, étudier ce qui fait sens et ce qui rassemble de notre mémoire française. Et Françoise Cachin, qui a été longtemps directrice des musées de France, donc plutôt de la grande peinture, musée du Louvre, eh bien, s'est aussi intéressée finalement à ces petits bouts de carton, ces images modestes, souvent naïves, dont la large circulation a certainement joué un rôle dans une prise de conscience de l'identité nationale et dans sa variété. Oui, parce que finalement, ces cartes postales, c'est aussi un bout de notre mémoire au même titre que la grande peinture d'histoire. C'est un répertoire collectif qui est très démocratique et très répandu dans la société, qui a été beaucoup collectionné et qui donc a contribué à constituer un souvenir, une évocation du temps passé, quelque chose que l'on regarde avec nostalgie. Mais, et c'est un peu ce que j'ai envie de vous montrer dans cette conférence, c'est aussi ces cartes postales, quelque chose qui nous raconte l'évolution des techniques d'impression et puis un monde économique d'entrepreneurs qui mêlait à 3 métiers, le photographe, l'éditeur et l'imprimeur. Et puis même si on va jusqu'au bout, le facteur et le commerçant qui vendait dans son bazar. Et puis, je vous ai dit en introduction, carte postale recto, verso. Eh bien, il n'y a pas que l'image, il y a aussi le verso où les petits gens comme les grands racontent également des histoires qui, pour nous, sont intéressantes en tant qu'historiens et archivistes. C'est un produit, la carte postale, un produit de très grande consommation. Alors pour rester dans le Val d'Oise, je suis allée piocher dans la presse locale numérisée, un petit entrefilet. Donc la presse locale se fait souvent l'écho de nouvelles nationales. Et un Val d'Oisien
a adressé à son journal préféré, l'Écho pontoisien, une petite note sur la production des cartes postales. Nous sommes en 1900, où l'on voit que la carte postale est encore de distribution modeste en France. On échange 8 millions de cartes postales. C'est finalement assez peu par rapport au reste des pays européens, notamment l'Allemagne, qui est un grand pays, c'est le leader de l'époque dans la production de cartes postales, et il inonde tout le marché européen. Si l'on se projette un tout petit peu plus tard, donc 10 années plus tard après cet entrefilé, en 1910, selon un rapport de la Chambre syndicale française de la carte postale illustrée qui est née en 1904, donc qui montre bien la structuration du milieu, la France éditait 123 millions de cartes postales illustrées. Elle faisait vivre 33 000 ouvriers, sachant que dans ce nombre-là, on ne comptait pas les photographes ou les revendeurs. Un produit donc, qui circule beaucoup, démocratique, un objet qui, dès le départ, est un objet de collection. Donc là aussi, une publicité extraite de notre presse locale, l'Écho pontoisien, qui est dirigé à l'époque par Lucien Paris, qui est un imprimeur pontoisien, imprimeur de cartes postales, donc qui profite finalement de son support journal pour assurer sa propre publicité. Et pour les étrennes de 1904, vous voyez, nous sommes en début d'année, vous pouviez acheter, suivant vos revenus et l'intérêt que vous portiez à votre collection de cartes postales, des albums plus ou moins luxueux, pour conserver dans une bonne condition votre collection. Finalement, ça touche les archivistes chez nous. Notre collection de cartes postales est aussi en classeur, mais pas en album décoratif, en album avec des matériaux de conservation qui permettront à nos cartes postales de passer le temps. Alors, ces cartes postales, je vous disais que l'Allemagne était un grand producteur au début du XXe siècle. En fait, la carte postale est apparue dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle est apparue en Autriche. Et elle n'est arrivée en France qu'avec une décennie de retard, en 1872. Ce n'est pas la carte postale illustrée que nous connaissons aujourd'hui, c'est une carte postale qui sert uniquement pour la correspondance. En fait, c'est une correspondance à découvert, une correspondance qui n'est pas mise sous enveloppe. C'est un monopole de l'administration postale. Alors, la carte postale à découvert, c'est bien pratique dans ce moment de guerre. N'oubliez pas, 1860-1870, c'est la guerre franco-prussienne. C'est un moyen aussi pour la censure de savoir ce qui se raconte. Mais on voit que cette carte postale, finalement, elle s'impose. Et après le monopole de l'administration postale française, l'édition va s'ouvrir à des éditeurs privés parce qu'il y a tout simplement un marché à saisir. Donc 1875-1877, ouverture au privé. Puis apparition des premières cartes postales illustrées au moment de l'exposition universelle de 1889. C'est là que les frères Nordheim, dont je vous parlais tout à l'heure, les éditeurs parisiens, finalement vont
s'installer, vont vraiment capter une bonne partie du marché en diffusant des cartes postales qui étaient illustrées par la Tour Eiffel, bien entendu. Et ensuite, ils vont élargir à d'autres monuments nationaux, notamment le Mont-Saint-Michel. Voilà. L'âge d'or des cartes postales illustrées, c'est vraiment 1900-1920. Ça s'explique finalement assez facilement. Les gens circulent plus sur le territoire. L'éducation et la scolarisation permet aussi une diffusion de l'écriture et de la correspondance. C'est bon marché. On le verra tout à l'heure. Donc, il y a une floraison d'éditeurs qui va alimenter le marché. Et donc, s'il y a des consommateurs et s'il y a des producteurs, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le milieu se structure. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Chambre syndicale des éditeurs français de la carte postale illustrée, donc dès 1904. Au début, ce sont des cartes postales plutôt en niveau de gris, parce que noir et blanc, c'est un peu austère. C'est vraiment, il y a une modulation des gris, ce qui fait que les images sont finalement très belles et de qualité. On voit apparaître la couleur dans les années 1905-1910. Et puis, je dirais, dès la fin des années 20, il y a un effondrement, tout simplement parce que il y a deux éléments concurrentiels. La photo amateur individuelle, donc chacun peut faire ses propres photos. Et puis, le téléphone arrive aussi. Donc, on va utiliser d'autres moyens de communication que la carte postale. Le déclin va être progressif et on va avoir un retour de la carte postale dans les années 50 avec le renouveau qu'apporte la photographie aérienne qui permet de présenter des paysages différents. Et puis, je vous ai mis juste parce que ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense spontanément, c'est qu'en fait, il y avait un tarif différencié suivant le nombre de mots qu'on écrivait sur la carte postale. Et ça n'a disparu que finalement assez récemment. Donc, je vous ai mis deux images de ce qu'on pouvait trouver sur les cartes postales. De 5 centimes jusqu'à 20 centimes si vous vouliez être plus prolixe. Les cartes postales, on peut les dater, même si elles n'ont pas forcément circulé, puisqu'un bon moyen de dater une carte postale, c'est de regarder le tampon de la poste, de savoir à quel moment elle a été envoyée. Et donc, on en déduit qu'elle a été éditée avant l'envoi à son correspondant. Mais on a les moyens de les dater par leur disposition. Jusqu'en 1903, on a ce qu'on appelle des cartes postales nuages, c'est-à-dire que l'illustration et la correspondance se trouvent sur le recto, la mention du destinataire étant uniquement au verso. Et c'est simplement à partir de 1904 qu'il y a une inversion de la tendance. L'image prend toute la place sur le recto et correspondance et adresse occupent le verso. On peut aussi dater en fonction de la qualité du papier. À partir de 1910 et avec les pénuries de guerre, le papier est vraiment de plus mauvaise qualité. Il a tendance à être un peu verdâtre, un peu marronasse. Ça dépend du papier. On voit apparaître la couleur, je vous en parlais tout à l'heure. Je vous ai mis exprès
deux versions d'une même carte postale, puisqu'en fait la couleur, à l'époque, c'est pas une édition différente, c'est vraiment, on part de l'édition en niveau de gris et la couleur est rapportée à la main, ce qui fait qu'on peut avoir des versions légèrement différentes, avec pour les frondaisons des verts plus ou moins tendres, plus ou moins foncés, des orangés sur les toits des maisons qui peuvent également varier en nuances. Souvent, la couleur était apposée par les femmes parce que c'est le côté minutieux de la peinture qu'on retrouve dans d'autres métiers d'art. On voit aussi que les fabricants de cartes postales essayent de se rapprocher de l'œuvre graphique, finalement. Je vous ai mis une carte postale du château de Villarceau et la technique qui est utilisée par l'éditeur, l'imprimeur parisien qui est Breger, c'est simi-aquarelle et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cette carte postale, finalement, elle a la même finesse, et c'est un argument commercial, qu'une aquarelle faite à la main. Si on prend des cartes postales beaucoup plus récentes, je vous en ai mis une de l'imprimeur Mâconnais Combier qui va vraiment truster une bonne partie du marché français dans la deuxième moitié du XXe siècle. On a de la couleur. Là encore, c'est une couleur où on a fait plusieurs passes pour l'appliquer. Si vous regardez le sens interdit et les petites fleurettes ou les stores des logements, vous voyez qu'il y a un léger petit décalage dans les différentes couches de couleurs à partir de la base qui est en niveau de gris. Je vous parlais du renouveau de la carte postale avec l'apparition de la photographie aérienne. La photographie aérienne, elle existe dès le 19e siècle, mais elle est plutôt faite dans des campagnes militaires à partir d'aérostats, de ballons captifs. Là, la nouveauté, ça va être véritablement des avions qui vont être équipés de caméras et qui vont pouvoir assurer des prises de vue larges qui permettent de montrer un urbanisme et notamment toute la modernité des Trente Glorieuses. Le précurseur, c'est Roger Henrard, qui a fait l'objet d'un ouvrage, Un enragé du ciel. Il s'est d'ailleurs tué aux manettes de son petit avion en 1975. Et il a assuré beaucoup de campagnes photographiques sur toute la France. Ces négatifs, au moment de son décès accidentel, ont été vendus par sa société et rachetés par bon nombre d'archives départementales. Donc nous possédons les clichés originaux, mais en fait, il travaillait pour des éditeurs de cartes postales qui réutilisaient ces clichés pour en faire des séries. Donc, pour vous donner une idée des photographies aériennes que nous conservons, vous voyez, avec trois éditeurs de cartes postales, donc Roger Henrard, plutôt dans les années 50-60, et puis deux autres éditeurs, Combier, avec son petit logo CIM, Combier imprimeur Mâcon, CIM, et son petit logo qui montre un petit avion. Et puis la société Lapi, qui elle était à Saint-Maur-des-Fossés. Donc Combier et Lapi sont apparus à peu près dans les mêmes années et ont vraiment inondé le marché de très nombreuses cartes postales, donc qui ont à peu près cette tête-là, soit des vues très générales qui montrent l'urbanisme, et c'est intéressant pour nous
de voir dans l'évolution des paysages comment l'urbanisation a gagné, a grignoté les paysages. Ensuite, des vues rapprochées sur des bâtiments patrimoniaux, par exemple le château d'Arnouville ou l'église de Mériel. Et puis, on est vraiment dans la valorisation de la modernité. Eh bien, une vue aérienne d'un centre commercial à Taverny, c'est aussi important à mettre en avant dans l'histoire des villes. Alors, je vais passer rapidement sur un peu la diversité des cartes postales qu'on peut trouver, parce que finalement, tous les historiens locaux se sont beaucoup appuyés pour faire des photos avant, après, des livres avant, après. Mais finalement, ces cartes postales, ça montre la vie quotidienne, la vie rurale, les femmes au travail au lavoir, les ouvriers dans une carrière, un petit artisan dans un atelier de charronnage, une cour de ferme. Je trouve assez jolie cette petite cette ferme de Chennevières-les-Louvres, où vous avez le petit enfant sur son cheval de bois et derrière les vrais chevaux qui contribuent à l'exploitation agricole et l'attelage de bœuf. Vous avez bien entendu des représentations architecturales, la mairie-école, l'église, le château, un peu de la Belle au bois dormant à Vigny, ou une maison, une villa qui est aussi que personnellement j'aime beaucoup, qu'on appelle la Sirène, tout simplement parce que c'était la propriété d'un fabricant de corsets qui avait choisi comme marque pour ses corsets les corsets La Sirène. Taille de guêpe. Ouais. Des cartes postales plus fantaisie qui peuvent être assez stéréotypées, comme le vol d'hirondelles. Il suffit juste finalement de changer le terme souvenir et de changer le nom de la ville, et puis les petites cartes postales miniatures, ou bien alors des cartes postales fantaisie qui évoquent vraiment un pan d'histoire important. C'est le cas d'Argenteuil avec sa grappe de raisin, qui fait vraiment référence à l'importance de la viticulture dans cette partie du Val d'Oise. Et puis, je vous ai mis aussi une carte postale pour montrer un peu les effets de style qu'on peut avoir avec cette pseudo-dentelle, comme si une dentelle qui était appliquée sur la carte postale, mais qui en fait juste un élément de gaufrage papier. Et puis, il y a une carte postale à mécanisme, donc un peu coquin. Si vous soulevez le maillot de bain de cette jante dame, vous découvrirez le panorama de l'île Adam. Ces fantaisies, on les trouve à toute époque. Alors, ça peut être des fantaisies un peu romantiques, sentimentales, mais on a aussi des fantaisies plus contemporaines. Et j'avoue que j'aime bien ces deux cartes postales des éditions Lapi à Deuil-la-Barre et à Gonesse, tout simplement parce que vous avez la borne kilométrique qui vous montre bien le voyage, le développement de l'automobile, mais vous avez aussi l'antenne râteau pour capter la télévision sur les immeubles de Gonesse, et ça renvoie aussi à ce que je vous disais, des cartes postales utilisées dans les jeux concours pour la radio et la télé. Finalement, les deux éléments se répondent, l'usage et l'image représentée sur la carte postale. Vous avez des publicités avec, là je vous ai mis volontairement deux cartes postales qui utilisent exactement le même modèle de composition, l'une pour un pensionnat de jeunes gens à Villiers-le-Bel et une autre pour un restaurant dans la vallée de Montmorency. Donc c'est vraiment exactement la même composition. Et puis, je vous ai mis de l'autre côté une carte postale à Enghien-les-Bains. Alors, ce n'est pas à proprement parler une carte postale, puisque vous voyez que le verso qui est en bas ne porte pas d'adresse. Mais en fait, ça utilise les codes de la carte postale. Le recto est bien une carte postale. Et Fernand Tible a tout compris, puisqu'il a mis sur le verso toutes ses prestations, tapisserie, ébénisterie, ameublement.
réparation de meubles. Et sur le verso, il a mis son bâtiment, son commerce, avec sa voiture de livraison qui affiche fièrement Fernantible. Et puis vous avez des cartes postales qui sont plutôt centrées sur des événements. Alors des événements heureux comme le mariage de deux familles d'agents de change au château de Nointel, où on a en fait tout le déroulé de la noce. On s'est amusé une fois dans un post Facebook à mettre toutes les cartes postales qu'on possédait sur cette noce-là, et puis c'est comme si on regardait un film avec la progression du cortège. Donc on peut supposer que ces cartes postales ont été distribuées à l'ensemble de l'assemblée de ceux qui accompagnaient cette cérémonie. On a des cartes postales qui documentent des événements récurrents comme le couronnement des rosières ou des muses à Enghien, et des événements plus ponctuels comme un baptême de cloche ou bien alors la fête du 11 novembre en 1920 à Luzarches, où on a plusieurs vues des rues pavoisées. Et là, j'ai trouvé assez joli ce groupe, et assez surprenant d'ailleurs que 2 ans à peine après la fin de la guerre, on se costume encore en Alsace-Lorraine et avec les uniformes militaires qui avaient apporté quand même beaucoup de souffrance dans les familles. Ça peut être aussi un outil de communication, de propagande, mais au sens noble du terme, pour accompagner des réalisations. Soit le centre d'hygiène maternelle et infantile de la Nouvelle Étoile à Montmorency, qui est dans les années 20, une institution modèle dans le développement de la puériculture. Et puis 3 cartes postales éditées par la municipalité de Beson, montrant les réalisations du mandat dans le domaine social, restauration scolaire, hygiène avec le dispensaire municipal, ou infrastructure avec la reprise de la voirie dans la ville. Des cartes postales plus modernes, montrant l'évolution de l'architecture sur le territoire de la ville nouvelle à Éragny, ou dans les parties est du Val d'Oise, et puis Mirapolis avec le parc de loisirs, bien sûr. Et des cartes postales, ce qu'on appelle des photocartes, qui sont à tirage limité. Donc là, ce n'est pas des éditions commerciales, c'est vraiment des cartes postales demandées, réalisées à la demande de familles ou de particuliers, souvent dans le cadre d'événements un peu on va dire de cohésion, la fête des conscrits, avec tous ses camarades de sa classe d'âge, ou bien alors des groupes militaires. On en trouve pas mal pendant la Première Guerre mondiale, mais on le trouvait déjà avant, quand les jeunes hommes quittaient pour la première fois leur commune de naissance, leur commune de vie, et partaient en groupe et découvraient un monde collectif. Et finalement, c'était un moyen de garder un souvenir de leur découverte du monde et des amitiés qu'ils avaient pu tisser avec des jeunes de leur classe d'âge, ou à l'occasion d'un monde militaire. Je vous ai mis aussi, parce que je les trouve... J'apprécie beaucoup cet athlète, et c'est dans la lignée de notre exposition de l'année dernière sur le sport. Donc c'est un bel athlète qui s'est fait tirer le portrait à Beaumont-sur-Oise, et qui envoie son visage à un camarade en lui disant voilà, je t'envoie un souvenir de ma faute, de moi, et en plus, bien que je ne sois qu'un amateur, je te dis que j'ai battu 2 professionnels, donc je suis plutôt content de moi. Et on voit, il est content de lui.
Alors cette carte postale, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, de la production, parce que je ne suis pas très douée en la matière et que je pense que d'autres le feront mieux que moi. Mais il y a un éditeur charentais qui est Charles Collat, qui est l'éditeur de la marque au trèfle, parce qu'il signe toutes ses cartes postales d'un petit trèfle dans le coin, qui a édité une série de cartes postales qui explique un petit peu la fabrication des cartes postales au début du XXe siècle. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle évoque finalement les différents acteurs qui participent à cette fabrication, à cette réalisation. Et c'est d'abord le choix du point de vue, donc le choix du photographe. Le développement, on est encore sur des plaques de verre. Le travail en atelier, la reprise, puisque finalement, on n'est pas dans de la photographie numérique à cette époque-là. Donc, on est vraiment sur un travail artisanal. Il faut pouvoir corriger les défauts, recadrer. Et donc ça, là encore, travail minutieux, souvent travail de femme. La révélation du cliché, le choix, le contrôle qualité avant la mise en fabrication sur des grandes machines. Et puis ensuite, la commercialisation. Donc, je ne vous ai pas mis la fin de la commercialisation et la fin de l'envoi à la boîte aux lettres. Je vous ai juste mis une carte postale issue de notre collection. Alors, c'est juste un petit détail, mais vous voyez qu'il y a une déchirure sur la partie basse. C'est le seul moyen que j'ai eu de vous montrer que finalement, ces cartes postales, elles étaient réalisées en 2 morceaux et qu'ensuite, on les... et parfois 3. Et ensuite, il y avait une 3e étape qui était le fait de rajouter le titrage, la légende. Mais là, on voit que la partie supérieure, qui est le cliché photographique, a été abîmée. C'est lui qui a la déchirure, alors que le verso qui comporte la correspondance, lui, est resté entier. Et des fois, dans nos collections, on a la carte postale entière, mais qui est physiquement séparée. Donc, dans notre pochette, on met soigneusement les 2 morceaux, on ne les recolle pas, mais c'est que tout simplement, ils se sont décollés au fil du temps. Alors, il faut un photographe, je crois qu'il va falloir que j'accélère, il faut un photographe pour faire une carte postale, vous l'avez compris. Le photographe de l'époque, il se trimballe avec tout un matériel, donc c'est volontairement que j'ai mis une publicité du photographe pontoisien Godefroy. Et puis j'ai trouvé, là encore dans la presse locale, une publicité Michelin vantant les mérites de l'automobile au travers du métier du photographe, qui, au lieu de trimballer tout son barda à dos sur sa bicyclette, va pouvoir avoir un métier nettement plus confortable. Et puis ce photographe, j'ai voulu aussi vous le représenter en action, puisque dans certaines cartes postales, on le voit, il s'est représenté comme une scène en abîme. On le voit à Pontoise, sur les bords de l'Oise, mais aussi à La Roche-Guyon. Il est là, avoir posé son trépied, sa chambre noire. On voit qu'il a sélectionné un point de vue particulier. Il s'est centré sur le clocher de Saint-Maclou, qui est vraiment un élément touristique important de la ville. Il s'est aussi posé sur les rives de l'Oise, mais on voit bien qu'il a choisi un endroit pittoresque. Vous avez les 2 pêcheurs à la ligne à l'arrière. Et puis, à La Roche-Guyon, cette petite rue qui monte, certes, il y a le pont qui enjambe, mais ce n'est pas si attractif que ça. Donc, on va faire poser femmes et enfants. Et là, on pourrait se dire qu'il est en train de faire juste le cadrage comme ça, mais il y a les 2 badauds sur le pont qui sont en train de le regarder. On se demande s'il n'a pas voulu expliquer finalement comment est-ce qu'il avait composé son image qui deviendra une carte postale après. Nous n'avons pas, aux archives départementales du Val d'Oise, contrairement à d'autres départements,
de fonds d'imprimeurs et d'éditeurs de cartes postales. Je le regrette, j'aimerais bien être mes collègues des archives de Haute-Garonne ou de l'Orne qui ont pu récupérer ces fonds-là. Donc moi, je n'ai pu retrouver par le plus grand des hasards que 3 plaques de verre ayant servi à l'édition de cartes postales. Donc je vous en ai mis une de l'éditeur Galf parisien dont je ne connais pas grand-chose, mais il est clair que c'est bien cette plaque de verre qui a servi à l'édition de la carte postale qui se trouve en dessous. Le fait de ne pas avoir de fonds d'éditeurs, enfin de fonds d'archives et d'être tributaire finalement d'une collection de cartes postales accumulées à l'unité au fil du temps, fait qu'on n'a pas forcément de vision de la production des imprimeurs et des éditeurs. On n'a pas de catalogue. Marie-Ève Bouillon, elle a pu bénéficier des catalogues publicitaires qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Ce n'est pas le cas chez nous. Et puis, pour compléter sur les cartes, comment composer une carte postale, je vous ai mis quelques exemples de Saint-Leu-la-Forêt. Merci à M. Combi d'avoir attiré mon attention là-dessus. Donc, il y avait une imprimerie, Le Mire, à Saint-Leu-la-Forêt. Donc, vous la voyez ici avec sa devanture. Et puis, je vous ai cerclé de rouge une fillette avec son chapeau noir. Et vous verrez que Papa Lemire n'a pas hésité à exploiter sa fille pour faire de jolies cartes postales, tout comme le photographe de La Roche-Guyon n'hésitait pas à faire poser femme et enfant juste avant. Et donc, vous la retrouvez à gauche, à droite, au milieu, mais toujours jolie et bien apprêtée. Il faut croire qu'elle n'avait qu'un seul costume du dimanche à pouvoir valoriser. Une fois qu'on a pris la photo, encore faut-il se poser la question de c'est bien l'image qu'on veut montrer et diffuser. Et donc là, on a quelques exemples. J'ai vraiment dû picorer dans notre collection de 20 000 cartes postales pour vous trouver ces exemples qui sont peu fréquents. Eh bien, avant le bon à tirer, il faut s'assurer que l'image est bien celle que l'on veut. Et là, vous voyez qu'on n'est pas totalement satisfait parce que cet hôtel-restaurant à Enghien-les-Bains, certes, on veut faire une photo bien composée, l'axe de la maison, un peu en triangle, les personnages tout autour, mais on veut surtout dire que c'est le meilleur établissement du monde, qu'on peut accueillir les noces et qu'on trouvera des prestations de qualité. Donc il faut que tout ce qui est peint sur les murs soit parfaitement lisible. Ce n'est pas le cas. Donc, on va retravailler l'image. Là, l'enseigne est mal ressortie. Les lettres sont presque illisibles. Donc, retour à l'envoyeur. On va refaire le cliché. Et vous voyez la carte postale finale sur la gauche qui remplit les bonnes conditions pour être commercialisée. Sur deux autres exemples, sur un autre exemple, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit le cliché avant la position de la légende. Je vous ai dit que ça faisait partie d'une autre étape de la fabrication. Donc, si on n'avait pas eu le recto avec le verso, avec la mention manuscrite Survilliers, Seine-et-Oise, place de la Gare, le tabac, eh bien, j'aurais pas pu faire le rapprochement comme ça avec la carte postale qui en a réellement été tirée. Là, on voit également le nom du commanditaire. Je l'appelle éditeur, mais c'est le commanditaire, c'est d'Auvergne Tabac, sur lequel je n'ai pas beaucoup d'informations, mais en fait, c'est l'hôtel de la Gare. Et on voit 500, c'est le tirage. Ça veut dire que cette carte postale, elle a été tirée à 500 exemplaires. Ça peut sembler beaucoup, mais en même temps, ce café, il s'appelle le Café de la Gare. Donc, il est juste à côté de la gare.
Et les voyageurs, avant de monter dans leur train, ils envoient des cartes postales. Voilà, donc il a un commerce où il peut débiter ces 500 exemplaires. Alors des fois l'éditeur se rate, l'imprimeur se rate. Donc je vous ai dit, il y a le recto et le verso qui sont assemblés. Là il s'est planté, il a mis 2 versos l'un dans l'autre. Donc la partie gauche et la partie droite sont vraiment physiquement des 2 côtés, mais elles n'ont rien à voir. Et puis au moment de la découpe, vous rappelez les grosses machines d'impression, eh bien, on a des grandes planches et puis ensuite on tronçonne. Là, la coupe est tombée au mauvais endroit. On vend, il faut vraiment que j'accélère, on vend dans des bazars, on vend de tout, hein, de la couronne funéraire à la carte postale, hein, ça vous montre bien que c'est un objet du quotidien. C'est un argument. Là, vous êtes au débouché de la rue qui monte vers Saint-Maclou à Pontoise. Vous êtes au sortir de la gare. Vous sortez de la gare, vous ne pouvez pas louper l'enseigne. Alors, c'est à peine lisible, mais c'est carte postale environ de Pontoise. Vous ne pouvez pas louper le bazar et c'est là que vous allez trouver le plus bel assortiment de cartes postales de la région. Vous les trouvez dans les lieux touristiques. Là, on part à Enghien. À Enghien, vous l'avez juste à côté du pensionnat de jeunes enfants. Pareil, hein, pour écrire à papa, maman, avoir la carte postale juste à côté, c'est bien pratique. Vous allez au casino, vous voulez donner des nouvelles et raconter que vous avez passé un beau moment. Pas de problème, vous avez les cartes postales à disposition sur les grilles du parc. Et puis vous allez à l'hippodrome d'Enghien. Une commerçante ambulante va aller à votre rencontre et vous proposer, là encore, une sélection de cartes postales. Vous allez à Sannois, passer un bon moment, vous encanaillez un dimanche, pas de souci, vous avez l'établissement qu'il vous faut, le Père La Galette, qui vend les plus belles cartes postales de Sannois et qui en fait un argument publicitaire. Pause. Alors que je vous le mette en diaporama. Alors, on a parlé du photographe, on a parlé des lieux de commercialisation. Parlons un petit peu des éditeurs. Je vous ai dit, en plein boom de la carte postale 1900-1920, vous avez floraison d'éditeurs nationaux. Donc, je vous ai parlé des Nordheim qui abrègent, suivant les époques, ND-Foth. Vous avez Breger Frères, celui qui avait fait la simili-aquarelle du château de Villarceau. Vous avez Abeille, il y a souvent des petits signes de reconnaissance. La marque est Abeille, il appose une abeille sur ses cartes postales. Celui à l'encre, ELD, c'est le délai. Lost, vous avez vraiment plein d'éditeurs. Sur notre site internet, on les a indexés de manière à pouvoir croiser les recherches et pouvoir essayer de reconstituer des productions documentaires à défaut d'avoir des catalogues commerciaux permettant de connaître la production. Il y a du national, mais il y a aussi du purement local. Alors, je me suis amusée à regarder sur La Roche-Guyon. La Roche-Guyon, ce n'est pas une très grosse population, hein. Ça oscille. Dans la première moitié du XXe siècle, c'est 500 habitants, à peu près. 500 habitants. En 1911, c'est 4 épiciers, un hôtelier, 3 marchands de vin. Pourquoi est-ce que j'ai ciblé ces commerces? C'est parce que c'est souvent ces commerces-là qui commanditent des cartes postales. Et en fait, on a 4, je vous ai dit 4 épiciers, un hôtelier, 3 marchands de vin. Ça fait 8 commerces susceptibles de produire des cartes postales. En fait, il y en a 4 qui sont représentés dans nos collections. C'est déjà beaucoup, finalement, pour un bourg de 500 habitants. C'est Sestier qui est un
un épicier qui va ensuite devenir buraliste. Hein, c'est souvent associé, receveur, buraliste. On a bien sûr l'hôtelier et puis on a 2 épiciers. Sestier étant le plus productif avec 67 cartes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est finalement, si on regarde Sestier, est-ce qu'il a édité tout lui-même? Est-ce que la carte postale ne porte que son nom? Ou est-ce qu'il s'est associé à un éditeur ou imprimeur parisien ou avec un éditeur et imprimeur local? Et vous voyez que pour la moitié, c'est avec un éditeur parisien. Donc, les éditeurs parisiens avaient leur propre production. En fait, pour les sites très touristiques, c'est eux qui choisissaient et qui assuraient la diffusion. Et puis ensuite, ils allaient démarcher les commerces locaux pour savoir si ils étaient prêts à passer commande pour des vues plus locales, plus pittoresques, qui auraient moins de diffusion auprès des touristes. Mais voilà, toute activité économique est bonne à prendre. Et donc, c'est vraiment le monde parisien qui occupe la moitié de la production de Joseph Casimir Sestier à La Roche-Guyon. Moindre mesure avec des éditeurs locaux, avec la réserve que sur La Roche-Guyon, il y a le château. Le château est un élément touristique important et que la plus grosse partie de cette production, c'est une série sur le château qui montre les intérieurs et les extérieurs. Donc ça fausse un peu les statistiques. Alors je voulais vous faire un focus sur les éditeurs locaux. 3 zones qui sont vraiment très tranchées géographiquement. L'Avergne en orange qui occupe vraiment la partie ouest du département, qui va couvrir la partie ouest et beaucoup les Yvelines, tout simplement, je vais vous le dire après parce qu'il est implanté à Vernon. Seyès, lui, qui occupe la partie centrale, c'est un libraire pontoisien qui va vraiment inonder cette zone géographique. Et puis, la production Frémont, qui est le gros éditeur local et qui, lui, va être un petit peu plus disséminé sur l'ensemble du territoire, mais qui couvre essentiellement, on va dire, 30 km autour de Beaumont, qui peut se déplacer à l'occasion d'événements. Mais voilà, il déborde largement aussi sur le bassin de l'Oise. Alors, forcément, je ne connais que la production de notre collection valdoisienne. Je connais un petit peu celle des Yvelines parce que mes collègues des Yvelines ont choisi d'indexer les noms des éditeurs imprimeurs. Ce n'est pas le cas de notre collègue de l'Oise, donc je ne peux pas assurer faire la complémentarité finalement de la production de la production Frémont sur le bassin nord. L'Avergne, donc, qui est sur la partie ouest de notre territoire. Nous possédons 205 cartes postales. Les archives des Yvelines en ont à peu près l'équivalent. Donc, vous voyez, on a 400 cartes postales conservées sur cet éditeur. Au départ, c'est un photographe. Donc, je vous ai mis une photocarte à gauche d'une mère avec sa fille. Et comme souvent dans ces métiers-là, on est d'abord photographe et on va combiner avec un autre métier qui va permettre d'assurer la diffusion. Donc, on va éditer et imprimer. Et donc, je vous ai mis 2 cartes postales qu'il a éditées. L'une avant 1903, donc, qui est une carte postale nuage, si vous vous rappelez bien. Hein, on écrit sur l'illustration qui montre à la fois le site, le donjon et les moissonneurs à l'œuvre. Et puis une postérieure à 1904 qui montre l'intérieur du pays et un exemple de ces images de commerce, de vue extérieure des commerces.
Pontoise, je vous ai dit qu'on allait s'intéresser à CIS, mais il n'est pas le seul. Vous avez notamment Jean Raisin, libraire à Pontoise, dont nous ne conservons que 11 cartes postales. Et pourtant, dans la presse locale, vous voyez un petit article qui indique que la librairie Raisin, place du Grand Mare 3 à Pontoise, a depuis longtemps compris ce besoin du public d'avoir à sa disposition des vues qui le flattent et qui lui donnent l'agrément d'un désir satisfait. Donc voilà, l'argument publicitaire est là, mais dans nos collections, que 11 cartes postales disponibles. On complétera autant que nécessaire. Lucien Paris, dont je vous parlais, celui qui proposait des albums pour les étrennes de 1904, eh bien, il continue la pub dans son journal L'Écho pontoisien. Et lui, pour le coup, il annonce son catalogue. Vous avez une grosse production de cartes postales sur Pontoise et sur quelques communes des environs, voire même, il a été très loin, il a été à Montfort-l'Amaury, on ne sait pas pourquoi, il a dû trouver un commanditaire qui était prêt à lui payer, à lui commander des cartes postales. Le gros de sa production, c'est sur Pontoise. Alors, je ne me suis pas amusée à pointer si on les avait toutes. Ce sera dans le cadre de mes prochaines insomnies. Mais nous en conservons 200 cartes. Et je vous en ai mis une qu'on peut véritablement rattacher au catalogue par le système de numérotation, puisque les cartes postales, elles ont souvent en tête des légendes des numéros. Deux autres éditeurs pontoisiens. Là, c'est juste pour vous montrer que finalement, les commerces se succèdent, mais on rachète le fond, on rachète le stock d'images. Vous avez exactement la même carte postale chez Rigaud et son successeur Charza. C'est juste la légende qui change. On va avoir éditeur Rigaud à gauche et éditeur Charza. Alors, comme moi, c'est tout petit... Ouais, et imprimeur Charza avec leur publicité ou l'implantation de leur librairie ou imprimerie. Donc, je vous remets la carte du Val d'Oise. Donc là, on va se focaliser sur la couleur rose. Donc CIS qui fonctionne en binôme avec un photographe attitré qui est Arthur Godefroy. Qui est actif finalement jusqu'à sa mort en 1933 et qui va occuper plusieurs lieux à Pontoise, plusieurs studios, Rutière et j'ai oublié parce que j'y vois pas trop, Rutière, et je crois qu'il avait déménagé pourtant. Rue Carnot, voilà. Anciennement rue Carnot. Voilà, donc je vous ai mis un florilège des publicités qu'il a pu faire paraître dans la presse locale au fil du temps. En fait, ce n'est pas un pontoisien d'origine, c'est un photographe qui se forme dans l'Eure et qui va racheter un studio photographique dans les Yvelines à Maisons-Laffitte. Et c'est simplement en 1899 qu'il va déménager à Pontoise. C'est sous cette enseigne qu'il va exercer. D'abord seul, puis avec son fils, mais son fils étant mort pour la France, il va rester seul à la tête du studio. Son successeur sera Chapard. Donc vous le voyez d'ailleurs, là encore, on rachète le stock d'images et on utilise la même publicité finalement pour ne pas déconcerter la clientèle. Vous voyez, on utilise exactement la même image de photographe avec sa chambre noire que l'on s'appelle Godefroy ou qu'on s'appelle Chapard successeur. Godefroy s'associe avec Alexandre Seyès, qui lui tient un commerce de librairie-papeterie dans la rue de l'Hôtel de Ville depuis 1883.
et qui va exercer jusqu'en 1929, date à laquelle il va vendre son fonds de commerce. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même pour assurer la publicité de son catalogue, eh bien Alexandre Seyès édite une carte postale où il indique une jolie carte illustrés venant de chez Seyès Libraire. Godefroy en fournit les clichés qui sont de tous si appréciés. On finit avec les Frémont, donc les Bleus, partie nord-est du département. Les Frémont, c'est une dynastie qui commence avec Charles-Alexandre, qui est en fait au départ, c'est un... Il faut que je fasse défiler. C'est un typographe... Mince, pardon. J'ai perdu ma souris. C'est un imprimeur qui a un brevet, c'est un libraire, il dispose d'un brevet de libraire et lithographe en 1839, ensuite il obtient le brevet d'imprimeur en 1848, et comme il a le sens de la modernité et du commerce, il va aller assez vite vers l'imprimerie et la photographie. Également la presse locale. Il va ensuite transmettre à son aîné qui est Charles Albert, mais c'est surtout le cadet, Léon dit Jules, qui va développer l'affaire, et c'est celui qu'on voit le plus sur les cartes postales, imprimerie, Faute, J, Frémont, imprimerie, phototypie, photographie, Jules Frémont. Et il va avoir un monopole sur un rayon d'environ 30 km autour de Beaumont, qui est le siège de l'entreprise familiale. Le commerce va ensuite passer dans les mains de Louis-Émile, mais c'est le moment où finalement la carte postale va commencer à décroître, et donc ça va plutôt se recentrer sur de la production d'imprimerie, je dirais, classique, de papeterie. Et donc les cartes postales vont moins occuper le terrain. Et puis le commerce va continuer par le biais d'un remariage avec la descendance Varmé. On connaît la devanture de l'imprimerie Frémont. Je trouve qu'elle est assez intéressante à voir sur cette carte postale, puisqu'on voit en haut imprimerie Jules Frémont. On a en dessous les traces de lettres peintes qui montrent toute l'ancienneté du commerce fondé en 1839. Et puis on a vraiment la répartition, on voit vraiment les différents métiers. L'enseigne de l'imprimerie, la librairie qui est le cœur de l'activité, une petite activité annexe avec les jouets, et le studio photographique qui est clairement différencié sur la partie gauche. On le retrouve également ici, sous un autre angle, et on voit bien que le studio photographique, tout comme je vous montrais dans la rue Thiers de Pontoise, l'argument carte postale de Pontoise et des environs, et bien là c'est clairement aussi indiqué 4000 vues de Beaumont et ses environs. Voilà, on annonce la couleur, on a une grande diversité et une grande production. Une dynastie qui va durer dans le temps, donc 2 cartes postales avec 2 numéros différents, mais c'est exactement la même, hein, on réutilise. Voilà pour les éditeurs, et je vais terminer parce que je suis longue. Finalement, je vous ai parlé beaucoup recto carte postale, je vous ai moins parlé correspondance, mais la carte postale, c'est quand même un outil de correspondance avant d'être un outil de collection. Du rôle du facteur, le facteur qui assure au début du XXe siècle des tournées bien plus fréquentes que maintenant,
On est à 3 tournées dans la journée. D'ailleurs, Enghien se plaint auprès de l'administration postale au début du XXe siècle en disant certes, en morte saison, nous sommes peu, mais en saison touristique, nous explosons en nombre d'habitants sur Pontoise et communes environnantes, et nous n'avons droit qu'à 2 tournées, s'il vous plaît, rajoutez-en une. À quoi l'administration répond, écoutez, avec les 2 tournées, le courrier est distribué intégralement avant 11 heures, donc messieurs les curistes, ne vous plaignez point. Par contre, après, Presles, en 1913, obtient un gain de cause et parce que le maire se plaint, là encore, auprès de l'administration des postes, parce que la distribution la plus matinale a été supprimée. Il n'en reste qu'une le matin et une autre l'après-midi. Dixit le maire, on ne reçoit plus son courrier pour prendre en cas de besoin le train de 8h du matin. Et l'on est reculé jusqu'au train de 10h24. Donc vous voyez que dans les campagnes, on se levait tôt et qu'on attendait le courrier pour savoir si on devait sauter dans le train. D'ailleurs, cette jeune fille, qui sans doute native d'Hermont, n'hésite pas à envoyer un petit mot à sa maman en lui disant « Ne m'attends pas ce soir, je rentrerai tard ». Maintenant, nous aurions un SMS de notre chère tête blonde. Voilà. Alors, on peut s'amuser avec son facteur, le faire un peu tourner bourrique, en écrivant à Madame Hirault « Quoi ? Villa des Champignons à Champagne-sur-Oise ». Et là, avec un petit dessin, sans doute la buraliste ou la débitante de vin qui est croquée avec son petit chat au pied. Mais je vous ai mis aussi... une carte postale d'amoureux, sans doute, qui voulait tromper la censure et qui écrivait à son bien-aimé de doux souvenirs d'un point d'interrogation. Mais les correspondances, les correspondances sont souvent courtes, notamment sur les cartes postales nuages, même si ici je soupçonne celui qui l'a écrit d'avoir choisi expressément sa carte postale là où il y avait le plus de blanc possible pour pouvoir raconter toute sa relation d'affaires, mais souvent c'est cordial poignée de main, souvenir, voilà. En revanche, on peut avoir des correspondances très anodines, mais c'est très intéressant pour les périodes de guerre de pouvoir faire une étude. Donc, sur nos cartes postales, on a systématiquement mentionné quand la correspondance évoquait la Première ou la Seconde Guerre mondiale, ce qui permet de faire des recherches croisées. Là, je vous en ai mis 4 avec l'autre diapositive pour montrer finalement qu'on parle du camp retranché de Paris avec un soldat parisien d'origine qui trouve que c'est un petit peu dur, la campagne et la banlieue. Voilà, il est stationné à Duny et puis il finit à Garges-les-Gonesse et il trouve que c'est bien triste, hein, le pays déserté. Il préférerait retrouver ses potes accoudés au bar de son quartier parisien. Il faut voir que ces correspondances de guerre, elles s'étalent à la fois sur le verso, mais aussi sur le recto. On utilise l'image finalement pour rassurer la famille. On met une petite croix et on dit « c'est là que je loge, t'inquiète pas ». Je te dis aussi, je te montre aussi la patronne. Tu vois, je suis bien accueillie, bien entourée. Donc, et on envoie des cartes régulièrement, quasiment quotidiennement. Et quand la tournée du facteur ne passe pas, on dit et pourquoi tu m'as pas écrit et je te renvoie et voilà. Donc ces cartes postales, ces correspondances, elles racontent une vie à l'arrière, une vie quotidienne qui est particulièrement intéressante. 2 autres exemples de correspondance de guerre où on mentionne le passage du général qui est venu inspecter les cantonnements. Et là encore, une autre carte postale où on met des petites annotations à Henry, où on dit « c'est là que je dors ».
c'est là que je me lave avec le lavabo militaire. Hein. Et puis, tu vois des hommes sur ce cliché-là, mais sache qu'il n'y en a plus du tout. En fait, tous sont mobilisés et on est les derniers à être cantonnés dans le coin. Donc, quand on peut reconstituer par ces petits bouts, finalement, des histoires de vie, c'est intéressant. Bien sûr, c'est mieux quand on a un fond familial avec une correspondance suivie, mais à défaut, pouvoir regarder ces cartes postales et ces micro-histoires, c'est aussi intéressant et ça mérite de s'y plonger. D'ailleurs, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, il y avait une collectionneuse à Bessancourt qui avait justement réalisé un nuage de toutes ces cartes postales qui permettaient de voir de manière plus concrète les journaux de marche des régiments militaires, savoir où ils étaient stationnés, et au lieu d'avoir la litanie, on est passé de telle commune à telle commune, eh bien, avoir des images de cartes postales illustrées, commerciales ou de photocartes éditées à la demande des poilus permettait de rendre plus humain finalement cette tranche d'histoire. 39-45, bon là c'est que je suis tombée dessus, hein. On a beaucoup documenté la Première Guerre mondiale, mais en 39-45 c'était pas mieux. Et donc là on a vraiment un témoignage sur le vif d'un soldat au moment de sa mobilisation qui trouve que le barda militaire est bien lourd à porter, mais qui fait partie du régiment rattaché au ravitaillement. Donc il se dit que finalement il s'en tirera pas si mal. Voilà, j'espère que ce petit voyage au cœur de la carte postale illustrée vous aura plu, vous aura dépaysé. Je voulais en profiter pour remercier, parce que j'ai oublié de le faire au début, tous mes collaborateurs et tous mes stagiaires qui ont planché depuis de nombreuses années pour assurer la description de ces cartes postales, leur numérisation, qui m'ont aidé à faire des recherches documentaires, donc qui ont permis la mise en ligne et ce partage de ces images avec vous. Et je finirai avec un petit texte d'un journaliste de la Belle Époque qui s'appelle Franck Nohain, qui disait « Ce qu'il y a de capital lorsqu'on traverse une contrée, humble hameau ou capitale, c'est d'épuiser le stock local de cartes postales illustrées. Une fois qu'on l'en a fait emplette de la collection complète, nous perdrons notre temps à demeurer ici. Un bazar, une boîte aux lettres, et le voyage est accompli. » Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Pelletier, pour cette conférence passionnante. Si vous avez des questions, c'est le moment. Nous allons vous passer le micro. Oui, merci pour votre conférence. Merci pour votre conférence. Il y a peut-être un point, de mon point de vue, que vous n'avez pas beaucoup insisté, c'est l'intérêt d'avoir ces photos, parce que c'est d'abord une photo au départ, et de manière à pouvoir comparer avec ce qui est aujourd'hui. Enfin, du moins, personnellement, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voir que tel bâtiment, telle bâtisse, telle rue était comme ça il y a 50, 70 ans, 80 ans, et qu'aujourd'hui, c'est devenu ça. Donc, c'est un point qu'il faudrait peut-être insister. En ce qui concerne la numérisation, là, c'est une question technique. Vous numérisez comment? Vous numérisez en faisant un scan ou en faisant une photo? Alors, on numérise en faisant un scan. C'est bon pour oui, le... ça marche. C'est bon, d'accord. On numérise en faisant un scan et en recto verso, ce qui n'est pas fréquent chez les collègues qui se sont effectivement principalement intéressés à l'image parce que c'est l'usage le plus répandu. C'est pour ça que j'ai
pas forcément insisté dessus, mais nous-mêmes, nous utilisons les cartes postales pour nos propres recherches scientifiques, notamment l'inventaire du patrimoine bâti. On mobilise à la fois de la documentation cartographique, mais aussi de la documentation iconographique, et principalement les cartes postales. Alors, un autre point de vue, bon, je suis de Saint-Prix. Oui. Je me suis intéressé un petit peu comme ça, sur les cartes postales, et j'avais été sur votre site. Je n'ai pas trouvé beaucoup de cartes postales. Vous devriez contacter le service culturel de Saint-Prix. Je sais qu'ils en ont beaucoup. Alors après, est-ce qu'ils vous les donneront ou pas, ça, je ne peux pas vous assurer de ça. Mais je sais qu'ils en ont beaucoup. Ah ouais. Donc ça permettrait d'enrichir votre bibliothèque là-dessus. Et mon dernier commentaire, c'est qu'aujourd'hui, il se vend moins de cartes postales parce qu'aujourd'hui, c'est le MMS. Vous allez avoir du mal à archiver les MMS dans l'avenir. Oui, alors, comment vous allez faire? Alors, c'est vrai qu'il se vend beaucoup moins de cartes postales. Et je vous avouerai même que quand je suis arrivée dans le Val d'Oise, il y a quelques années, j'avais pris mon téléphone, j'avais regardé l'annuaire téléphonique et j'avais recherché les imprimeurs et éditeurs de cartes postales. Et je m'étais fendue d'un mail en leur disant « Je suis prête à vous acheter... » Pourriez-vous me donner un exemplaire de votre production? Bon, je commençais comme ça, et puis ensuite je disais, je suis même prête à vous les acheter. Et tous, je crois qu'il y en avait 2 qui m'avaient répondu en me disant, on les vend que par 500. Bon, j'ai considéré que je n'irais pas plus loin, mais effectivement, maintenant, la production de cartes postales est ridicule, et même quand vous allez au café du coin pour prendre un petit noir sur le zinc, vous n'avez plus les tourniquets de cartes postales. Vous pouvez en trouver encore peut-être à Enghien, à Écouen, voilà, mais c'est fini. Les offices de tourisme, des cartes postales plutôt, je dirais, d'art, et à toute faible distribution. Donc, je n'ai pas encore trouvé le filon pour pouvoir en archiver un exemplaire. Alors, les brocantes, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on est en potentialité de récupérer une carte postale, il faut qu'on vérifie si on ne l'a pas déjà. Et donc, on met autant de temps à vérifier qu'on ne l'a pas déjà. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait plutôt des campagnes d'acquisition ciblées en fonction de nos manifestations culturelles, expositions, publications, recherches scientifiques, parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Ça a quand même un coût. Le temps de la description fine que l'on peut faire pour le site internet et le temps de la numérisation n'est quand même pas négligeable. Et ce n'est qu'une petite partie de notre activité d'archiviste. Je pense qu'en demandant au service culturel des différentes villes, vous trouverez pas mal de choses, quoi. 224, ouais, on a 224 cartes postales sur Saint-Prix. C'est pas si mal. Enfin, elles ne sont pas en ligne. Hein. Ah ben, parce que je m'étais connecté il y a 3 mois. Elles n'étaient pas en ligne. Hein. Il n'y en avait pas autant. Hein. Je voulais vous signaler que vous trouvez pas mal de cartes postales sur le site d'Elcamp. Mais c'est un site commercial. C'est-à-dire qu'une fois que la carte postale est vendue, elle n'est plus accessible. Et moi, on est d'accord, mais le but des archives départementales du Val d'Oise, c'est bien de constituer une histoire collective locale, sécurisée et pérenne dans le temps. Donc, effectivement, sur Internet, Delcamp n'est pas le seul revendeur de cartes postales. Il y en a plein en France, à l'étranger, avec des tarifs très différenciés. Je les pratique assez régulièrement. Mais voilà, certes, vous pouvez faire une capture d'image, mais vous n'avez aucune garantie que l'original est toujours là si vous avez besoin de mobiliser l'original. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avant la guerre de 14-18, en gros à peu près à cette époque-là, on avait des tirages de cartes postales qui étaient très faibles. On a beaucoup de poilus, par exemple, qui sont en carte postale et ils envoient à leur famille. Je crois qu'une 50aine de tirages, c'était suffisant.
Cinquantaine, c'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup, ouais. Et puis il y a un autre intérêt à la carte postale ancienne, c'est qu'il y a des personnages sur les cartes postales. Oui. Donc maintenant, c'est vide. Il n'y a plus rien. Donc on ne peut plus dire à quel âge ça a été fait. On n'a plus les vêtements de l'époque. Non, parce que je peux les cumuler. Une dimension esthétique. Ah oui, non, c'est pas ça. Une dimension esthétique. Oui, il existait dans la plupart des cartes postales une volonté de produire une image avec un vrai cadrage, une vraie recherche, et aussi effectivement une manière de construire l'image avec des personnages que l'on retrouvait d'une façon encore vraiment très esthétique dans tous les endroits où ils pouvaient se mouvoir. Et il y a comme ça j'ai un souvenir très, très émouvant d'une carte postale que j'ai trouvée par hasard de Chaumont en Vexin, où mon arrière-grand-père phytothérapeute habitait, et où l'on voit au loin, très au loin, sur la terrasse, ma grand-mère, donc sa fille, en petite fille. Et c'est comme ça que je la découvre. Et il n'existe d'elle que cette image, en fait. Mais pour la découvrir et pour la reconnaître, il a fallu que j'agrandisse l'image, un peu comme dans ce film qui est un film mythique pour les photographes, qui s'appelle Blow Up, où il est question d'agrandir une image qui va nous faire découvrir des choses insoupçonnées et que seule donc la photographie peut révéler. Voilà. En tout cas, c'est un système, une typologie documentaire qui est vraiment très addictive parce que justement, elle est au croisement de plusieurs regards. On peut regarder uniquement le texte, on peut regarder uniquement l'image, on peut s'intéresser à comment est-ce qu'elle a été produite. C'est un peu ce que j'ai voulu vous montrer pour vous dire que voilà, il y avait des hommes derrière qui avaient produit ces cartes postales. Donc effectivement, on peut croiser les regards autant que l'on veut, et c'est pour ça que moi j'ai un petit faible pour cette typologie documentaire. Il est possible d'ailleurs que notre prochain conférencier qui s'intéressera à l'image de Sarcelles vous montre, si vous revenez, vous montre aussi des cartes postales. Alors, des cartes postales composées différemment, des cartes postales de photographie aérienne, des cartes postales de grands ensembles avec des vues peut-être désertes, voilà, mais qui étaient aussi une image de la modernité parce qu'on voulait montrer une architecture efficace, hygiéniste, esthétique, en tout cas selon les critères de l'époque. Maintenant, on a tendance un peu à être moins attiré par les grands immeubles collectifs et les grandes bars, mais il ne faut pas oublier que c'était une image de la modernité des 30 Glorieuses. Oui, on parlait tout à l'heure d'hier et d'aujourd'hui, puisque c'était aussi l'intérêt d'avoir ces cartes anciennes et de voir un petit peu l'évolution aujourd'hui. Donc je vais me permettre de vous offrir cet ouvrage que j'ai fait sur ma bonne ville d'Enghien-les-Bains, puisqu'apparemment vous ne l'avez pas, et qui recense... j'ai un peu plus de 5000 cartes sur la ville d'Enghien, donc j'ai appris que vous en aviez 200. Donc ça va venir, hein. Il y en a plus de 4800 à trouver, mais déjà là je vous en offre une centaine d'hier et d'aujourd'hui. Voilà. Bien, merci à vous. Alors l'idée des archivistes, c'est pas la complétude, hein, c'est la quête. donc voilà, nous essaierons de compléter au fur et à mesure. Et puis, il faut bien qu'il y ait de la place pour tout le monde, hein, des institutions publiques et des collectionneurs.
Alors, attendez le micro parce que comme c'est capté, ça permet de... Oui, bonjour, moi je suis d'Argenteuil, donc j'ai vu qu'on en avait plus à Argenteuil que chez vous. C'est normal, c'est très territorial en fait, j'ai l'impression, cette histoire-là. Mais moi, depuis quelques années, je regarde les sites internet sur Facebook et je m'aperçois qu'il y a un usage de la carte postale qui est fait par les boomers, qui sont souvent en train d'utiliser avant et après. Et en fait, tous ces sites-là sont les plus gros usagers actuellement, qui ont remplacé les collectionneurs d'ailleurs, parce que grâce à Internet, ils accèdent à l'image numérique et ils vont faire leurs promenades, faire leurs courses, et puis ils font même des échanges, ce qui est différent des collectionneurs qui font. Maintenant, les collectionneurs ne font plus des grandes foires, c'est terminé pratiquement. Ça devrait permettre peut-être, si ça revenait, d'identifier des choses, hein. Mais les grandes institutions le mettent en ligne, c'est votre cas. Les collectionneurs gardent toujours ou cherchent à vendre. Mais sur Internet, qui est un lieu d'échange assez ouvert actuellement, on voit bien la tendance, c'est à analyser, qu'on consomme beaucoup sa période de vie, en fait, où notamment, par exemple, les ensembles. On voit quand on analyse que on met beaucoup sa propre ville, c'est-à-dire que les sites sont mono-territoriaux, là où, par exemple, dans les albums de famille, on avait l'histoire familiale, etc., etc. C'est une autre entrée qui permet de dire comment vit aujourd'hui la carte postale, parce qu'à un moment, elle vivait autrement, hein. Oui. Parce que c'est, comme vous le disiez, il y a plusieurs fenêtres pour rentrer dans cet univers, qui n'est pas uniquement qu'un univers marchand, même si à l'origine, il y a beaucoup de personnes, photographes ou libraires qui ont senti qu'il y avait une opportunité. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, le grand marché, c'est le grand marché Internet pour aller dans sa nostalgie ou dans son identification à son territoire. Bon, je suis d'Argenteuil, mais j'aime bien le Val d'Oise, donc c'est intéressant de pouvoir échanger sur ces points de vue-là et de savoir qu'il y a des collectionneurs. Et pour terminer, une petite anecdote, sur Argenteuil et sa région, j'ai identifié, donc moi je suis président d'une société d'histoire et d'archéologie à Argenteuil, donc j'ai un certain point de vue, mais j'ai identifié des gros collectionneurs qui arrivent à se réunir entre soi, et qui arrivent à s'échanger des cartes postales, là autrefois, ils ont leur propre place de marché, donc ils sont plutôt vieillissants, ils s'échangent tous les mois où ils racontent je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a plus de place de marché. Hein. Mais bon, et la dernière fois que j'en ai entendu parler, il y en a un qui a sorti une carte postale. Bon, je brode un peu, mais il a sorti une carte postale où il y avait marqué, qui était signée d'un peintre très très connu, qui venait en cure de désintoxication à Sannois. Ah, ouais. Il est donc, facile à identifier. Et donc, Lutrio envoie une carte postale à son bistrotier où il saoulait la gueule avant de venir dans le centre de santé en disant « c'est bon, je ne bois plus rien ». Bon, mais on était un peu étonnés, il était dans une maison à Sannois, une maison de repos, hein, où sa mère l'avait placé. Et en fait, il descend à Argenteuil, à mon avis, pour boire un coup, en disant « c'est bon, monsieur mon bistrotier, je ne bois plus ». Donc, il faut aussi, quand on analyse, alors je ne sais pas, dans vos indexations, certaines cartes postales, bon, c'est bien pour le trio, mais très souvent, il y a une analyse potentielle à faire, je pense aux stagiaires, qui, sur 20 000, alors quand on scanne avec l'OCR, possible de retrouver peut-être quelquefois des traces de signatures intéressantes. Alors, on ne peut pas appliquer l'OCR pour l'instant sur des écritures, la reconnaissance optique de caractère, OCR, en anglais. Mais reconnaissance optique de caractère, on ne peut pas l'appliquer aussi facilement sur des écritures manuscrites. Donc, il faudrait développer un système d'éducation en sachant que les écritures sont extrêmement diverses. Hein. Je vous ai dit, notre collection de cartes postales, c'est un agrégat d'unités. C'est pas des collections familiales, donc on a vraiment une très très grande diversité d'écritures. Donc je pense que ce sera difficile et bon, les stagiaires, on va les mettre sur autre chose.
si vous n'y voyez pas d'inconvénient. En tout cas, Utrillo, c'est intéressant parce que Utrillo, il a un autre rapport à la carte postale, c'est qu'il peignait d'après des cartes postales. Donc voilà, donc qu'il en écrive, je trouve ça plutôt intéressant aussi. Mais si on était tombé sur Utrillo, on l'aurait indexé. Hein. Mais on n'indexe pas les noms des correspondants familiaux, sinon on n'en sortirait pas. Bien, merci en tout cas pour votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence, donc Sarcelles, très contemporain.